Bonjour, bienvenue dans Curieux par nature, le balado qui répond à vos questions sur les sciences naturelles. Je m'appelle Clémentine, je suis vulgarisatrice scientifique à la maison Léon Provencher et je suis encore accompagnée aujourd'hui par deux formidables personnes. Anne-Marie, je te laisse te présenter. Alors bonjour, moi c'est Anne-Marie, je suis coordonnatrice à la maison Léon Provencher. Et notre expert du jour qui est Pierre Le Gagneux. Pareil, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi je suis professeur au département de biologie à l'Université Laval. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau sujet, le règne animal, l'animal dans son écosystème et les migrations. Il me semble que vous aimez bien les migrations. Si vous aimez bien les oiseaux, normalement, vous devez vous y connaître vraiment beaucoup. J'aime pas le titre expert, mais allons-y. Allons-y, oui. Dans ce titre, l'animal dans son écosystème, il y a un mot qui est compliqué, c'est écosystème. Est-ce qu'on pourrait commencer par définir ce mot? Oh oui, ça va être les relations entre les espèces dans un environnement donné. Mm. C'est plutôt simple, hein, c'est juste, on peut parler de communauté, donc c'est juste les animaux ou les espèces végétales qui vont interagir entre eux, puis l'écosystème, ça intègre aussi des notions de paysage là-dedans, d'habitat. Mettons une souche d'arbre, est-ce que ça pourrait être un écosystème? Oui, ça pourrait être un écosystème parce qu'on va retrouver des espèces qui vont dépendre de la souche et puis interagir juste dans ce milieu-là, oui, tout à fait. Ok. On peut parler de méta-écosystème quand deux écosystèmes interagissent. Ok. Donc il y a des interactions qu'on peut retrouver à plus large échelle. On peut imaginer un écosystème un côtier, par exemple, et puis il va y avoir des interactions avec le milieu marin, puis il va y avoir des interactions avec le milieu terrestre. Donc voilà, 3 écosystèmes qui sont interreliés. Voilà. Dans un même lieu, il peut y avoir plein d'écosystèmes qui vont ensemble. Oui, ça dépend des définitions, l'échelle à laquelle on se place, oui, tout à fait. J'avais noté que dans chaque écosystème, il y avait des rôles, il y avait des métiers différents. Il y avait des organismes qui mangeaient des organismes pour se nourrir. Il y en avait d'autres qui produisaient leur propre matière pour se nourrir. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu de ces différents métiers? Oui, alors là, on va parler de réseau. Ok. On parle de réseau trophique. Alors, Ouais. trophique, c'est un mot compliqué, ça veut dire qui mange qui. Ok. Donc, vous connaissez tous la chaîne alimentaire. Mhm. Ça, c'est un concept qui est bien connu. Donc, la chaîne alimentaire, on a un consommateur qui mange un producteur et le producteur, lui, va trouver son énergie par le soleil, donc autotrophe. Et donc, on a cette chaîne alimentaire avec l'un qui mange l'autre, qui mange l'autre. Très bien. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas juste une chaîne, c'est plein de chaînes. Puis ces chaînes-là, elles s'entremêlent. Donc, parce qu'on a une espèce qui, mettons au centre, qui peut se faire manger par plusieurs prédateurs. Donc, elle va être au centre et puis elle consomme aussi plusieurs plantes, par exemple. Alors, dans ce cas-là, ce n'est plus une seule chaîne, c'est plein de chaînes et on parle d'un réseau. Donc, c'est un réseau trophique, donc c'est le réseau de qui mange qui. Et ça, c'est ce qui nous intéresse pas mal quand on regarde les interactions entre les espèces. Donc, qui mange qui, puis il y a des interactions indirectes qu'on va pouvoir retrouver. On en reparlera, je pense, après aussi de ces interactions indirectes. Donc, direct, c'est qui mange qui. C'est je me fais manger par le lion et je mange... qu'est-ce que je mange, moi? Une salade? Une salade, par exemple. Eh bien, ça, c'est des interactions directes et puis je suis dans une chaîne alimentaire. Ça, c'est le plus simple qu'on peut penser comme un réseau trophique. Chaîne alimentaire, dans le fond, c'est un terme qui est un petit peu... qui n'est pas vraiment la réalité, en fait, parce que c'est pas vraiment linéaire. En soi, c'est beaucoup plus... C'est ça, comme une toile d'araignée, un petit peu. Chacun mange plein de choses différentes. C'est pas faux comme concept. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a possibilité d'avoir une chaîne alimentaire. C'est juste que c'est très réducteur et c'est pas ce qu'on va retrouver souvent dans des systèmes naturels. C'est juste que c'est beaucoup plus complexe qu'une simple chaîne alimentaire, ce qu'on va retrouver en général. Mais pour la compréhension, c'est très bon. Ok. Il y avait donc une autre question, pareil, toujours sur ces écosystèmes-là, c'est quelles sont les différentes interactions qu'on peut retrouver entre les animaux et les plantes dans un même écosystème. Donc, je pense notamment au parasitisme, ces choses-là. D'accord, donc celui qu'on a parlé tout à l'heure, là, c'est la prédation. Ouais. La consommation, donc c'est un premier lien direct. Effectivement, on va avoir du parasitisme, du commensalisme, du mutualisme. Donc, tout ça, c'est des interactions quand même entre les espèces. Donc, elles ne vont pas forcément toutes interagir pour se manger les unes les autres. Elles vont pouvoir bénéficier d'une autre espèce à plusieurs degrés différents. Donc, le parasitisme, c'est une interaction où on va avoir un effet négatif sur l'autre espèce. Donc, c'est
assez simple, hein. J'ai avec moi, on prend quel exemple? Un ténia? Un Ouais, moustique maison, non, on va les prendre un ténias, c'est bon, mais moustique. sinon, les poux, Ouais, Les trucs poux, c'est comme les poux, c'est parasites. parfait. Les poux, j'aime Parce bien. que Les le poux. ténia, Non, c'est ça, j'étais ça, oui, c'est lui qui m'est venu, mais je dis non, on va pas prendre le s'il vous plaît, c'est pas terrible. C'est parfait. Le poux, c'est très bien. Le poux, c'est bon parce que tous les élèves en ont et il y a des éclosions de poux souvent. Et puis lui, il vit dans un écosystème relativement simple avec Une tête de des cheveux. arbres morts et, et de quoi s'alimenter en piquant le sol. À peu près, c'est ça un pou, ce qu'il a comme vie. Puis il doit trouver des partenaires, s'accoupler, faire des œufs qu'il va pouvoir accrocher sur les arbres morts que sont les cheveux. Et voilà l'écosystème du pou, très très simple. Au bout d'un moment, il va essayer de coloniser un autre système qui est avec d'autres arbres morts. Et donc, qu'est-ce que fait le pou? Lui, il s'alimente sur sa son proie, substrat, puis sur ça son donne substrat. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prélève. Mais il ne va pas entraîner la mort de l'autre. Fait que si c'était de la prédation, il consommerait l'ensemble de l'organisme. Là, ce qu'il fait, c'est juste qu'il prélève. Donc, on peut penser au pou chez l'humain, on peut penser à la tique de l'orignal, la tique d'hiver. Et ça amène, c'est pas très nocif pour l'organisme qui se fait parasiter. Puis donc, en général, il tolère. Sauf quand la charge parasitaire devient trop élevée. Et en général, là, il y a des effets négatifs sur l'animal. Mais en général, le parasite n'a pas du tout intérêt à ce que son hôte meure. Il va le maintenir dans un état un peu dépressif. Il va avoir un coup, mais en général, le coup, il ne veut pas que ça se rende là, parce que si son hôte meurt, lui aussi meurt. Il perd son Donc, écosystème dans le fond. il ne veut pas perdre sa source de nourriture. Donc, en général, ils ne se rendent pas à des surpopulations de parasites. C'est relativement régulé pour que, justement, l'hôte ne meure pas. En tout cas, c'est le cas des virus. Les virus, en général, ils ne sont pas hautement pathogènes. Ils veulent se maintenir dans l'organisme et ils ne vont pas amener la mort. Et donc, ce qu'on a quand on a une pandémie, c'est un virus qui a mal évolué parce que ce n'est pas une bonne stratégie pour lui d'amener tout le monde, de faire disparaître son hôte, puis sa capacité à lui de se répliquer. Parce que l'objectif du pou, c'est bien de prendre de l'énergie, de se reproduire, de faire des œufs et qu'après, les landes puissent aller se propager un peu partout. C'est quand même ça l'objectif. Ouais, bien sûr. Là, on a parlé du parasitisme. On a parlé aussi de la prédation. Il y a aussi d'autres types d'interactions. Il y a le mutualisme, par exemple, la symbiose. Avant d'arriver au mutualisme et à la symbiose, on va parler de commensalisme. Ah, ok. Ça, c'en est un qui est moins connu. Oui, c'est vrai. Et celui-là, c'est juste la capacité d'un individu ou d'une espèce à récupérer de l'énergie de son hôte. Il va tirer un bénéfice, mais il ne va pas amener un effet négatif. Donc, ça, c'est par exemple... j'ai un exemple qui vient en tête, c'est le rémora. Alors, c'est un petit poisson qui va s'accrocher sur... un autre poisson. Un requin. Voilà, un requin. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer les déchets. Et en étant là, il va en plus nettoyer un peu les branchies. Puis donc, là, il récupère un léger bénéfice, mais il n'y a pas de coût vraiment associé pour l'autre. Donc, ça, c'est du commensalisme. Et puis, par contre, quand il y a un bénéfice mutuel, là, on va parler de mutualisme. Puis quand on va parler de mutualisme. Là, il y a un bénéfice pour les deux. Donc, ils vont être ensemble et vont récupérer un bénéfice chacun. Et puis, la symbiose, c'est quand c'est obligatoire. Voilà. Donc, si jamais la relation se termine, il y a la mort des deux individus parce qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Le commensalisme, vous me direz si je me trompe, mais si par exemple, il y a un petit coléoptère, donc je sais pas, je prends un petit insecte qui va dans le nid d'une taupe ou peu importe, est-ce que c'est considéré comme un commensalisme, le fait qu'il profite d'un habitat d'un autre animal? Oui, ça va être... Il en tire un bénéfice, mais ça ne dérange pas l'autre. Ouais, c'est ça. Okay. Ça ne change rien à sa vie, alors c'est du commensalisme. Il sous-loue un petit peu son habitat. Oui. Et une crise du logement parfois. Même pour les insectes. Donc là, il y avait aussi une dernière relation, c'était la compétition. On l'a abordé un petit peu dans un ancien balado, notamment si pour les cerfs par exemple, où ils sont en compétition pour un même habitat ou une même femelle, ils vont se bagarrer, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, la compétition, elle peut être directe, c'est-à-dire qu'on va avoir, juste parce qu'il y a trop d'individus, pour une même ressource, il va y avoir de la compétition qui va s'instaurer pour avoir accès à la ressource. Et la ressource, ça peut être de l'alimentation, mais ça peut être aussi le logis, ça peut être aussi l'accès aux partenaires. Tout ça, c'est des ressources que les individus doivent se partager. Et en général, c'est très relié à la densité
d'individus. Donc plus il va y avoir une densité importante, plus on va retrouver des compétitions. Et ça, c'est un moteur important. Mais on peut aussi avoir de la compétition qui n'est pas directe comme ça, mais qui va être indirecte à travers les relations entre les espèces dans un réseau trophique. C'est-à-dire que si j'ai une espèce qui est très consommée par un prédateur, ben, l'autre espèce qui est aussi consommée par ce prédateur-là va tirer un peu un bénéfice de l'autre. Alors, donc il y a cette compétition entre les deux pour le prédateur, mais c'est une compétition indirecte qu'on va retrouver là. Ok. Là, donc, on a parlé vraiment des interactions, les principales qui existent entre les différentes espèces d'un écosystème. On va maintenant définir l'autre terme du sujet. Donc, on a parlé de l'écosystème, maintenant on va parler des migrations. C'est quoi une migration finalement? C'est quoi une migration? C'est une stratégie mise en place pour être capable d'occuper deux écosystèmes à des temps différents. Ce que ça fait, par rapport à c'est pas juste un mouvement, c'est un mouvement dirigé avec un retour. C'est un aller puis un retour. C'est pas juste se déplacer. Il y a toujours un retour, quoi. Il y a toujours un retour. C'est un aller-retour. Ok. Et puis il y a des différents types de migrations qui peuvent être de très longue distance, très courtes. Il y a des migrations qui se font d'un trait, il y a des migrations qui se font en saut de mouton, avec plusieurs stratégies associées à ça. Et pourquoi les animaux migrent finalement? C'est une bonne question. Et on n'a pas encore tout à fait les réponses à cette question. On sait pourquoi les animaux se sont mis à migrer. Ça, on sait pourquoi ils migrent encore. Il y a plusieurs stratégies, plusieurs idées. Pourquoi les oiseaux se sont mis à migrer? On parle des oiseaux parce que c'est là-dessus qu'on a plus compris grâce aux analyses de fossiles, et puis qu'on a réussi à comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi on retrouvait la même espèce à des endroits différents, puis quand ça se produisait. Et en fait, c'est pas mal les changements climatiques passés qu'on amené à ce début de la migration, parce qu'avant, on retrouvait toujours la même espèce dans une zone à peu près tropicale. Et puis, quand l'environnement s'est refroidi, ben, on a commencé à avoir la même espèce à différents lieux. Donc, on sait à partir de on sait quand que ils ça a ont commencé poussé à un peu. migrer. Oui, ça a commencé à pousser parce qu'on a eu des changements climatiques. Ok. Donc, à l'époque, c'est plutôt un refroidissement et une contraction de la zone tropicale. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, il y a des individus qui ont commencé à être capables de migrer. Puis les oiseaux sont quand même capables de répondre plus vite que des mammifères parce que leur coût de déplacement, c'est ça. ils volent. Donc, ils peuvent répondre beaucoup plus facilement à ça. Donc, c'est comme ça qu'on le sait. Et pourquoi? Et puis, la raison principale, c'est pour trouver des ressources. Donc, migrer, ça permet de récupérer de la nourriture. Et on ne peut pas imaginer une espèce qui va être... il y a quelques espèces qui sont capables d'être résidentes à l'année au Québec. Donc, il y en a quelques-unes qui sont capables de le faire, mais en cachant de la nourriture, en ayant des stratégies comme ça. Mais par contre, si l'espèce, elle ne peut pas trouver sa nourriture, elle va devoir migrer puis trouver sa ressource ailleurs. Ce qu'on sait depuis une dizaine, 15 ans, c'est qu'il y a aussi un bénéfice à migrer, puis à migrer loin. Donc, si le moteur, au départ, c'est trouver une zone, trouver de l'alimentation, puis on pense que c'est ça, le moteur qui a amené ça. Il y avait d'autres hypothèses qui étaient, c'est pour diminuer la compétition. Donc, on va migrer pour diminuer... Celle-là, elle n'a pas l'air de tenir vraiment la route. Mais par contre, une autre qui a l'air d'être intéressante, c'est pourquoi migrer très loin pour certaines espèces, vraiment, vraiment très, très loin, faire des dizaines de milliers de kilomètres pour migrer et se reproduire là, c'est pour éviter la prédation. Ça a l'air d'être quand même quelque chose qu'on retrouve. Quand on migre très très haut, quand on va au pôle Nord par exemple, ou proche du pôle Nord, eh bien là, il y a beaucoup moins de prédateurs. Et là, les taux de succès pour des oiseaux sont beaucoup plus élevés. Donc, c'est aussi un bénéfice. Donc, il y a eu le moteur, c'est principalement trouver sa nourriture, échapper à des conditions néfastes pendant l'hiver. Mais par contre, il y a un bénéfice d'aller le plus haut possible parce qu'on retrouve de moins en moins de prédation. Ok, mais c'est super intéressant ça, je ne savais pas du tout. Donc, Anne-Marie et Pierre, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on part d'abord sur la migration ou est-ce qu'on part d'abord sur l'écosystème? J'irai pour un upscaling. Donc, j'irai d'abord la migration et après l'écosystème parce qu'on va avoir des conséquences après de l'arrivée de migrateurs sur l'écosystème. Je suis sûr que je vais aller vers ça. Super.
Alors, je vous propose qu'on commence par la première question qu'un ami m'a posée. Pourquoi les animaux qui migrent reviennent chaque année? Donc ça, on en a parlé, mais peut-être que vous avez des exemples justement, des exemples illustrés qu'on pourrait retrouver au Québec. Bah, c'est dans la définition. Mm. La migration, c'est revenir chaque année au même endroit. Mais là-dedans, il y a, il y a pas que ça. Il y a des... Pourquoi ils font ça? Pourquoi les individus vont revenir tout le temps au même endroit? Pourquoi vous allez souvent refaire les mêmes randonnées, vous? Vous allez au camp, là, et vous allez retourner à peu près au même endroit. Ouais, c'est vrai. C'est pourquoi vous faites ça, vous? C'est Est-ce qu'on est habitué? l'habitude, Et ouais. C'est alors? sécurisant. On Mais c'est connaît quoi? les Ah. repères, on a les Ah. mêmes repères. Donc c'est ça. Vous avez... Mais c'est quoi en arrière que vous avez? De De la l'information. sécurité. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Vous l'avez, cette information. Ouais. Donc vous Viens de savez... là, alors je sais comment y revenir. Et puis tu vas être beaucoup plus efficace. La première fois que tu vas dans un endroit nouveau, On se cherche un peu, là. ben, quand même, tu dis, ah, bah, si j'avais su, j'aurais fait... Non, Mm. vous dites pas ça, j'aurais Ouais. sûrement fait autrement, puis Ouais, j'aurais fait été un plus autre efficace. J'aurais pas été là. Mm. C'était pas intéressant. Ce restaurant-là, non, j'aurais plus jamais. Ouais. Mais il faut bien que tu l'essayes. Et puis la fois où tu reviens dans cette région ou ce pays nouveau, ben, tu ne retourneras pas dans ce restaurant où c'était pas bon. Ben, c'est pareil pour les animaux. Donc, ils ont de l'information, ils savent où ils vont trouver la nourriture, ils savent où est-ce qu'on a des risques associés. Et donc, cette information-là, ils deviennent de plus en plus efficaces au cours de leur vie. Puis, ils apprennent aussi de leurs parents, puisqu'ils migrent avec la plupart du temps. Et ils vont suivre la même route et ils vont acquérir cette information-là. Elle est très précieuse parce qu'ils vont être de plus en plus efficaces pour gérer un périple relativement long. Hein. Puis vous feriez pareil si vous étiez sur une migration de 10 000 km. Je suis sûr que vous iriez dans les bons restaurants à chaque étape et vous auriez votre itinéraire bien C'est tracé. ça. là. Non, mais faut c'est pas sûr. gaspiller, faut pas gaspiller l'énergie. Non, c'est ça. Mais ce que je trouve faux dans la migration, je prends l'exemple des monarques, c'est une migration intergénérationnelle, donc Ouais. sur plusieurs Ouais, c'est générations. séquentiel. Comment est-ce qu'ils arrivent à se dire, bah là, c'est exactement là que je dois aller? On a parlé tantôt du fait que ils migrent en général avec leurs congénères, leurs parents, tout ça. Mais les monarques, est-ce que ça peut se vérifier? Est-ce qu'ils ont une carte intégrée dans leur cerveau? C'est incroyable, je trouve. Ouais, ça peut se produire sur plusieurs générations, en effet, puis sur plusieurs années, pour réussir à faire le cycle au complet. Et effectivement, c'est assez phénoménal, cette migration-là. Mais ils vont quand même il y a quand même un peu de génétique derrière, c'est-à-dire que je vais monter vers le nord. Donc ça effectivement, il n'y a pas d'apprentissage, mais chaque nouveau papillon va se diriger vers le nord jusqu'à atteindre la plante haute. Donc une fois que la plante haute est atteinte, ben là, je peux réaliser mon cycle. Et ensuite, ben, on va pouvoir redescendre une fois qu'on est au début du stade. Donc il y a quand même Il y a une quête, en fait, un petit peu. quand même, ouais. C'est ça. Et donc, il y a quand même... Puis le résultat, c'est de trouver la plante haute, dans l'asclépiade, dans ce cas-là, pour pouvoir se reproduire, puis être capable de pondre les œufs. Puis ensuite, ben, quand on est les premiers, on redescend. Mais c'est quand même particulier. Ouais. Et si, mettons, l'asclépiade comme change d'aire de répartition, est-ce qu'on verrait des monarques qui changent aussi d'aire de répartition? J'imagine que ça devrait Incroyable. ça doit être assez plastique quand même. Mais là, je parle à travers mon chapeau. Je suis pas du tout un spécialiste. Vous avez dit, je suis pas du tout de monarque. Mais j'imagine que oui, parce que ça va être à la recherche de la plante haute. Donc, ils sont tellement spécialisés sur cette plante-là que oui, si la plante change, ils vont être capables de y arriver, à mon avis, sans qu'il y ait tant de... Ça va prendre peut-être quelques générations de plus, Ouais. mais je pense qu'il n'y a pas de Des animaux qui reviennent là où ils sont nés aussi, comme les poissons, les anguilles, puis les saumons, tu sais, ils vont faire des longues migrations et ils vont revenir se reproduire là d'où ils sont venus. Là. Ça pareil, il n'y a rien qui leur dit dans leur cerveau, « Hey, Bazoué, tu es né dans Tel cette lac, rivière-là, telle dans rivière. tel lac. Tu dois y aller par tes propres moyens. C'est ton défi du jour, là. » Enfin, Ouais, mais ils ont Ouais. déjà fait quand même le trajet une fois, donc c'est quand ouais. même possible de... Mais de sans la- rappeler pour un si petit animal, ou même un animal en général. Moi, L'eau salée puis l'eau douce. c'est ça. Moi, je sais même pas ce que j'ai mangé hier, là. Enfin, c'est quand même fou, là. T'as pas de souvenir. Mais tu arriverais parce que ça se fait à plusieurs échelles, donc tu as quand même des capacités physiologiques pour détecter où est-ce que où est-ce que tu te situes globalement. Donc avec, on va parler des astres, mais aussi avec de l'information que tu as à grande échelle, donc les rivières, les montagnes, etc. Donc ça, tu vas quand même être capable. Si tu vivais pas dans un environnement urbain et que tu devais te déplacer, tu aurais ces connaissances-là assez tu les aurais quand même assez facilement à large échelle. Puis à fine échelle, ben, ça se resserre, il y a de l'information que tu vas être capable d'avoir
une carte dans ton cerveau à plus fine échelle de ah mais ok je me rappelle de ça, mais tu te souviens pas. Ça c'est seulement pour un environnement dans lequel tu vas rester relativement longtemps où tu as aussi fabriqué ta carte. Mais donc tu as de l'information et donc quand tu es perdu, tu sais que tu peux quand même te retrouver. Tu sais où est le nord, le sud et à partir de là, tu vas retrouver euh, des, des, des comment je dirais ça? Des caractéristiques du paysage pour lesquelles tu vas pouvoir te référer. Si tu es perdu, à un moment donné, Il va y avoir des si indices. vous êtes Mm. perdu dans le bois, là, Oui. vos enfants, là, ou n'importe qui, Mm. il y a quand même de l'information que tu peux aller retrouver. Tu peux Mhm. trouver où est-ce qu'est le nord et le sud, relativement facilement en regardant les étoiles de soleil. Donc ça, tu peux assez facilement l'avoir. Puis l'autre chose que tu peux avoir assez facilement, c'est de tomber sur une rivière, puis voir qu'elle, elle va t'indiquer où est-ce que la rivière se jette. Donc tu peux quand même avoir de l'information assez facilement de où est-ce que tu peux te situer après. Parce que tu as une idée de comment se trouve le cours d'eau principal, où est-ce qu'il s'en va, comment coule. Donc ça, c'est des informations que tu peux, toi, obtenir si tu es perdu dans ton bois. Les animaux vont avoir ces informations assez facilement. Justement, la prochaine question, c'était comment est-ce qu'ils font pour se repérer dans l'espace? Est-ce qu'ils ont comme des trucs dans le cerveau, des GPS intégrés peut-être? Ouais, alors au départ, pour la migration, il y a aussi des gènes intégrés. Donc, on a compris, il n'y a pas si longtemps, une vingtaine d'années, qu'il y avait des gènes qui étaient associés à la migration. Donc, des espèces, une même espèce, là, c'est une espèce de fauvette européenne, pour lesquelles il y a des populations qui vont être résidentes, puis des populations migratrices. Puis on a séquencé le génome de cette espèce-là, et on s'est rendu compte que oui, les espèces qui migrent ont un gène qui s'exprime D'accord. et ce gène-là est associé à la migration. Donc, il y a une base génétique pour ça. Et ensuite, il y a des capacités pour le faire. Donc, pour se repérer, on a parlé du soleil. Donc, la position du soleil nous permet de se repérer. Les étoiles aussi. Donc, on peut se repérer à partir des étoiles. Puis, les oiseaux sont capables de se repérer grâce à ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il ne fait pas toujours beau. C'est vrai, il ne fait pas toujours beau. Donc, quand il ne fait pas beau, comment ils font pour se repérer? Alors, j'ai parlé des structures du paysage. C'est vrai qu'ils vont se repérer. Il y a des expériences qui ont été faites chez les pigeons. Ils vont utiliser les autoroutes pour se diriger. OK. D'accord. Parce qu'on parle de pigeons de ville en Italie, là, mais on a utilisé ça. Donc, ils vont utiliser ces corridors-là et se repérer par... donc, c'est des grands repères visuels qu'ils vont utiliser. Mais il ne fait pas toujours assez beau pour Bien sûr. se repérer, puis même voir le sol. Donc, quand ils sont en migration, puis quand on est dans un brouillard, comment ils font? Là, ils ont d'autres aptitudes. Donc, ils utilisent le champ magnétique pour se repérer. Et donc là, il y a de la magnétite qui est au niveau du bec et qui vont pouvoir s'orienter en fonction du champ magnétique. La magnétite, c'est un minéral, dans le fond, qui fait partie de la famille du fer, là, mais qui réagit avec un aimant. Qui est comme donc, c'est une aimanté boussole. avec le champ. Oui, c'est ça. Une boussole boussole intégrée. Un bouton intégré dans leur bec. Ouais. Et puis, ils ont aussi... les oiseaux, là, ont aussi des pigments visuels qui leur permettent aussi de s'orienter. Donc, ils ont comme un espèce de filtre qui leur permet de savoir où est-ce qu'est le nord, le sud. Donc, il y a plusieurs types d'adaptations comme ça. Les oiseaux sont aussi capables d'avoir de la vision dans les rayons UV, mais ça... Waouh, ok. Il y a beaucoup de choses différentes. Puis, je voudrais aussi vous poser la question. L'humain, on sait qu'il est connu pour modifier vraiment très rapidement son écosystème. Donc, il y a des buildings qui poussent très rapidement, tout ça. Est-ce que ça peut... d'écosystème. C'est ça. Est-ce que ça peut modifier le point de vue, la perception des oiseaux qui peuvent se retrouver complètement mêlés dans leur environnement? Je ne sais pas si ça pourrait les mêler parce qu'en fait, ça survient à des échelles. Migration, c'est 2 fois par an, donc ils vont quand même intégrer ça assez vite. Ce que je sais qui peut perturber la migration, c'est la pollution lumineuse. Ouais, ça peut les perturber, effectivement, ça peut être un enjeu. L'autre chose, c'est... ah oui, c'est peut-être plus anecdotique, mais j'en ai au moins 2 anecdotes là-dessus. On s'est rendu compte qu'il y avait des grues, donc c'est des grands oiseaux là, qui sont mis à migrer de nuit, alors qu'avant, ils migraient de jour, en utilisant en fait la chaleur des usines pétrochimiques, en fait, qui renvoient de la chaleur, puis ils vont utiliser ces courants chauds, alors qu'avant, on ne pouvait pas migrer vraiment la nuit parce qu'il faisait froid. Mais même dans des zones relativement fraîches, la nuit, ils sont capables de migrer en utilisant les courants ascendants. Donc, ça a transformé un peu leur façon de migrer. Et puis, l'autre anecdote que j'ai, c'est quand on a des routes
très mouillé, Mhm. ça peut s'apparenter à un Un lac, ruisseau, c'est ça. un ruisseau. Puis là, on va avoir des espèces comme des plongeons qui vont qui vont essayer d'amérir à ces endroits-là. Puis eux, c'est vraiment très dommageable parce Ben, qu'après, c'est ça. ils peuvent pas repartir. Et c'est Donc ça, tout c'est ça. des exemples dans des haltes migratoires avec... Donc c'est ces idées-là que j'ai là, de comment ça peut perturber. Mais sinon, oui, c'est sûr que ça perturbe. Puis l'autre chose qui va avoir un impact mais très fort sur les espèces, mais c'est pas vraiment dans leur route de migration, c'est qu'on va diminuer des habitats dans lesquels avant ils s'arrêtaient pour Ben oui. pouvoir Ravitailler. se ravitailler avant d'effectuer leur migration. Donc c'est ceux-là qui font faire des haltes migratoires. Et donc si dans leur halte migratoire, ils trouvent plus à manger sur place, ou si leur espace a réduit de beaucoup, puis il y a beaucoup trop de compétition, ben là, on va avoir des effets importants. Puis les espèces migratrices qui vont dépendre de ces ressources-là, on va retrouver ces espèces-là en déclin la plupart du temps. Puis les espèces d'oiseaux migrateurs sont principalement en déclin. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a des aires protégées qui sont créées pour Mm. pouvoir permettre ce repos-là, finalement, parce que c'est super important pour ces oiseaux-là. Oui, mais ça suffit pas parce qu'on a vraiment... Oui, tout à fait. Ça permet de maintenir l'existant, mais on a quand même beaucoup asséché les zones humides. Ouais. Donc, je pense aux zones humides parce que Ouais. C'est là où il y a beaucoup de oui, nourriture, puis tout ça. c'est là où on a le plus d'espèces qui sont menacées aussi. Puis l'avantage, c'est que c'est facile à reconstituer des zones humides. Donc, il y a aussi un travail qu'on peut faire là-dessus. Mais quand on voit, on est à la ville de Québec, là, Mhm. mais quand on voit la baie de Beauport avec une autoroute juste devant, Mm. on se dit quand on voit que le chemin Limoilou s'appelle la Canardière, Mhm. Ouais. on comprend qu'on a mangé sur ce territoire-là. Donc, juste à Québec, on sait qu'on a... Qu'on a On a- grignoté on a un on a petit engrangé. peu, c'est ça, bien Parce sûr. que tout ça, c'était du marais, tout ça, c'était des zones Ouais. où il y Ah, avait puis ça- beaucoup évidemment, de canards, de bernaches et compagnie. Et donc, on a restreint la zone de la baie de Beauport avec ce qu'on connaît maintenant. Donc, C'est un défi, en fait, même pour les architectes, tout ça, d'arriver à allier et l'écosystème et le milieu urbanisé, là. oui, mais sachant que c'est pourtant, tous ces marais-là, c'est une espèce d'éponge. Donc, Oui. s'il y a trop d'eau, elle va garder l'eau. Et puis, donc, si on veut éviter des glissements de terrain, des problèmes qu'on se crée nous-mêmes, il faut laisser ces marais-là exister. Puis en Bien plus, sûr. ça héberge une biodiversité hallucinante. Donc, on a tout intérêt à maintenir ces zones humides-là, sachant qu'on les a empiétées, pas un peu, là, de plus de 80%. Ouais, quand Donc, c'est quand même phénoménal, parce que nous, comme humains, on est des ingénieurs, mais on est des ingénieurs que ça nous sert. Donc, on augmente, on empiète sur ces territoires-là. Donc, je pense que les zones humides, c'est là où on a le plus de pouvoir nous, puis je pense que c'est les enfants, avoir cette idée en arrière qu'on peut aider les oiseaux migrateurs, puis aider au-delà en protégeant ces zones humides-là, puis même en refaisant des zones humides, parce que c'est pas dur à faire au final. Non, c'est ça. Mais on en parle dans notre animation Les secrets du marais à la maison Léon Provencher. Effectivement. Ouais. Je sais pas si tu peux en parler un petit peu de... Oui, à quel point les marais, c'est des éponges. Alors, on en a besoin, comme Pierre disait, pour conserver nos milieux, puis nous protéger. Nous aussi, dans le fond, ça protège nos infrastructures, d'avoir des milieux humides qui vont empêcher qu'il y ait trop d'inondations, tout ça. Ok. Puis surtout pour maintenir une biodiversité là, plus importante. Mais là, on voit quand on fait l'animation, mettons en automne, toutes les bernaches qui viennent se poser. Il y a tous les canards aussi qui viennent, qui profitent de se reposer un petit peu avant de repartir en migration. Il y a même un petit pigargue de temps en temps, Oui. un pigargue à tête blanche qui rôde. On est vraiment chanceux d'avoir ça à côté de Près à Cap-Rouge. Ouais. à côté de Cap-Rouge. Là, on va rentrer dans les chiffres un petit peu. Et les enfants, ils aiment bien les chiffres. Oui. Quel est l'animal le plus Les gros? records. Quel est l'animal le plus Ouais, petit? Là, la question, c'est quel est l'animal qui fait la plus grande migration et l'animal qui fait la plus petite? La plus petite, c'est facile, c'est 0. Donc, c'est les espèces résidentes. C'est ça qu'on voulait. Mais c'est quand même vrai, tu as des espèces, mettons, on prend le merle là, qui va très peu migrer, donc on est proche de 0, mais s'il y a une tempête de neige, on va le voir bouger puis revenir. Donc là, on est dans du proche de 0, mais je n'ai pas vraiment de chiffres, on peut aller vers ça. Donc, des espèces qu'on appelle des migrateurs partiels, donc ils vont migrer s'il y a besoin ou pas. Donc on est proche de 0 ou quelques centaines de kilomètres, Une dizaines de centaine de kilomètres. mètres. Là, S'ils ont envie. dans le s'ils même ont boisé, envie, ils vont avoir une zone d'hivernage puis une zone d'été. Ouais. Là, comme moi, j'avais lu que c'est le tétras du Canada là, Si, qui on qui se promène juste d'un côté à l'autre du petit boisé, là, selon les saisons. On peut aller jusque-là dans l'extrême, mais moi j'appelle ça 0. Mais... Je te crois.
En tout cas, moins de 1000 km, là, c'est... Voilà. Et puis alors la Migration plus facile. longue, écoute, c'est pas si facile, mais bon, l'exemple classique, c'est la sterne arctique, Oui. qui elle est quand même assez phénoménale. Elle va se reproduire en Arctique, donc assez proche du nord magnétique quand même. On peut la retrouver dans le haut Arctique, En tout cas, dans cette zone-là, c'est très ça. très La très zone du très. pôle Nord. Et on va pas, ouais, presque. Et puis on va la retrouver aussi dans le sud de l'Amérique du Mm. Sud en migration. Mais il y a d'autres espèces. Moi, j'ai une espèce qu'on étudie dans le nord aussi, dans le très très haut Arctique, qui va faire une migration un peu similaire, mais qui va en plus aller jusque en Afrique du Sud. Ok. Donc on va utiliser tout l'océan Atlantique. Et donc après, c'est quoi la migration la plus longue? Mais ça va être ces espèces-là, là, Mm. qui vont être capables d'aller d'un pôle à l'autre. Ça, c'est les migrations les plus longues. Ouais. C'est la sterne arctique, 71 000 km Au aller-retour. total, Là, c'est ouais, gigantesque. ouais. Il y a aussi on pense aux baleines, hein, aux Oui. mammifères marins là, qui font aussi des très grandes migrations. La baleine à bosse, c'est 100 000 km, non, Euh, 10 000 km, pardon, j'ai oublié un zéro, Ouais. aller-retour, donc c'est vraiment beaucoup. Et la paruline rayée, un petit oiseau qu'on a ici au Québec, qui pèse seulement 12 grammes, mais qui parcourt 12 000 km en une seule migration. Elle s'est dit, allez, hop, je Elle vais part passer. d'ici, puis elle va où? Alors ça, je sais pas où est-ce qu'elle va, je l'ai pas Elle noté. traverse le golfe du Mexique. Ok. Alors, Waouh. Et ouais. puis, on a aussi la barge rousse, qui est Ouais. quand même une espèce qui est capable de faire 11 000 km D'accord. entre l'Australie et l'Alaska. Waouh. Oh là là. Donc là, il n'y a pas Elle, de c'est le pause Pacifique. possible. là, Ouais, ouais, Non. c'est ça. Est-ce qu'elle fait un tout droit carrément Ouais, là, tout c'est ça? droit, là. Incroyable. Un vol d'oiseau. Ouais, c'est ça, c'est le cas de le dire. Et moi, j'étudie une espèce que vous connaissez bien, c'est la grande oie des neiges. Oui. Et la grande oie des neiges, elle fait aussi des migrations moins exceptionnelles que ce qu'on vient de citer là. Mais on a un cas d'un individu qu'on a suivi avec une balise GPS. Et cet individu-là est parti du Québec et est arrivé sur son aire de reproduction en 2 jours. Waouh. 3000 km, 2 jours. Eh, Non-stop. OK, elle arrête. Elle fait pas de pause? Non, celle-là n'a pas fait de pause. Elle Ah, a d'accord. volé dans le 2 jours de Avec nuit. bon vent, 60 km/h de moyenne. Puis c'est tout. C'est pas si... C'est fou. Hein. C'est quand même beaucoup, 60 km/h. Là, Avec un bon vent, c'est juste... Puis Waouh. non-stop, et la vitesse, elle est constante. Elle Tout le- voulait aller dans le sud, là. C'est ça. Elle voulait aller dans Elle le était nord. pressée. Ah non, elle était non. prête à aller Non, se non, c'est reproduire. pour Elle allait dire. se reproduire. Ah, OK, elle C'était voulait au aller se printemps. reproduire C'était au dans le nord. printemps pour aller se reproduire. Ouais. D'accord. Ouais. Non, parce qu'au sud, c'est pas le retour est pas du tout pareil. OK. Mais chez beaucoup d'espèces, alors chez l'oie, on la connaît bien, mais chez beaucoup d'espèces, c'est pas du tout la même façon de migrer Mm. à l'aller et au retour. D'accord. Ah, désolé pour le micro. Mm. À l'aller, pourquoi ce serait pas pareil? Parce qu'ils ont besoin de se reproduire. Et il y a un avantage à arriver très tôt. Parce que quand tu arrives très tôt, tu es le premier, T'as le choix. tu le choix, et en plus, en général, tu vas avoir tes enfants. Tes petits vont avoir accès à de la nourriture beaucoup plus tôt que les Mhm. autres, et ils vont avoir de la nourriture pendant plus longtemps. Bien sûr. Et donc, il y a tout un avantage à arriver relativement tôt. Trop tôt, c'est pas bon non plus, parce Mm. que là, on a des tempêtes, on n'a pas accès, il y a de la neige, c'est pas bon. Mais quand on arrive relativement tôt, ben là, on a plein de bénéfices. Donc, en général, il y a une pression pour arriver tôt, mais cette pression-là, tu la retrouves pas à la fin. Mhm. À la fin, tu es avec tes petits, et ils ont grandi, tu descends avec eux pour loi, mais sinon, les autres individus, et là, ils ont des contraintes de se refaire de l'énergie, et donc là, ils vont faire beaucoup plus de haltes. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes patrons de migration à l'aller qu'au retour. Même s'ils reviennent au même endroit, ils vont même parfois ne pas utiliser du tout les mêmes couloirs de migration. On a des espèces qui vont traverser le golfe du Mexique pour retourner, mais à l'aller, vont passer par les prairies dans le centre de l'Amérique du Nord. Puis c'est la même espèce qui va vraiment parcourir un côté du continent, puis retourner par l'autre côté. C'est fou ça. Je pensais vraiment que c'était toujours le même chemin. Non. Ok, incroyable. Non. Ils prennent plus leur temps pour aller en vacances. dans Ouais, le c'est sud, ça. Puis pour revenir. Oui. c'est ça. Mais j'imagine que Mais c'est lié au dangereux. vent beaucoup. Ouais, c'est ça. très très lié au vent. Donc quand tu vas, nous c'est une étude qui n'est pas publiée, mais on s'est rendu compte que 70% de la variabilité dans la migration, puis comment ça affecte leur date d'arrivée, et leur date d'arrivée, je l'ai dit, ça a influencé leur succès reproducteur après. 70% c'est relié au vent. C'est La force du vent, l'assistance du vent. Donc tout est calé en fonction du vent. On a des espèces des individus qu'on a suivis et puis qui vont être décalés dans leur migration parce qu'il y a une tempête et donc leur trajet de migration va être complètement perturbé. C'est pas du tout par là qu'ils pensaient aller, mais ils se retrouvent. Ils retrouvent leur chemin. Puis il y en a plein d'expériences. Je ne sais pas si tu veux aborder les expériences qu'on a fait pour trouver leur chemin.
On a mis des oiseaux dans des cages où on a changé la position du soleil, on a changé, tu sais, dans des genres de planétarium, là, comme Mhm. on a à Montréal. Biosphère, là. Ouais, donc, tu utilises ça, puis tu mets des oiseaux là-dedans, puis tu regardes comment eux vont se diriger. Donc, Ok. on a des mini-cages dans dans un planétarium, et on regarde où est-ce qu'ils vont se diriger. Donc, on a pu regarder si on modifiait euh, les étoiles au-dessus d'eux. Est-ce que ça a changé? Oui, ça change. Ils se D'accord. fient là-dessus. On a fait oui, des expériences pour voir si on pouvait rallonger la migration, raccourcir. Il y a plein de... On a appris beaucoup. Je sais pas jusqu'où on va, là, mais... Mais moi, ça m'intéresse parce que est-ce qu'on est capable vraiment de changer cette durée-là? Est-ce que si, mettons, les vents sont moins forts, ça peut durer 2, 3 semaines de plus, un mois de plus Oui, ou... oui. D'accord, ok. Oui, S'il on n'y a a, pas de vent, ils vont se mettre en pause. ça dépend. Il y a mais c'est très contraignant après. Donc, si effectivement les vents sont très défavorables, ils vont attendre que les vents soient favorables pour repartir. Oui. Ils vont pouvoir être bloqués pendant une période. Des fois, ça dure une semaine. Puis là, ils vont se nourrir en attendant, se maintenir. Puis après, ils vont repartir. Donc oui. En général, ils attendent. Puis on voit des fois beaucoup de parulines au printemps à un endroit donné. Puis quelques jours après, il n'y en a plus. Parce que les conditions de vent étaient favorables, ils sont toutes partis. Ok. Vers le nord ou vers le sud, selon la période de La temps. saison, Ouais. Elles ont même un anémomètre intégré, quoi. C'est assez fou, là. Oui, quand même. Ouais, C'est incroyable. Mesure le vent. On C'est parlait... risqué, hein. Des fois, c'est... Oui, c'est ça, c'est pas une science exacte non plus. Non, là. exactement. Est-ce que c'est déjà arrivé, mettons, que des oiseaux partent puis qu'ils se prennent une méga tempête, qu'ils doivent rebrousser Oui, chemin? ça Ok. arrive quand on soit capable de rebrousser chemin. Ah, puis j'ai pas parlé, en parlant de rebrousser Ouais. chemin, j'ai aussi des migrations de mues. Oh. Alors ça, c'est quelque chose qui est différent, c'est qu'on va pas se reproduire on va pas migrer pour se reproduire, mais migrer pour aller muer. Ok. Donc les oiseaux changent leur plumage une fois par an pour certaines espèces. Pour d'autres, ça va être séquentiel au cours de l'année, mais en gros, une plume a une durée de vie d'1 an. Mais il y a les canards, les oies vont se reproduire, vont muer en enlevant toutes leurs plumes. Ok. Pas toutes, hein, c'est pas des petits poulets tout nus, Mhm. hein, mais ils vont enlever leurs plumes de vol. Et donc ça, c'est toutes les rémiges, primaires, secondaires, puis les rectrices au niveau de la queue. Tout ça, ça va tomber, puis ça va être Ah non, ils se les renouvelé. arrachent pas. Non, ok, ils je tombent pensais tout qu'ils les seuls. arrachent. Non. Non, ils tombent vagues. Ils s'arrachent pour mettre dans leur Ok. nid, là, un petit peu, mais sinon, là, ils vont plus être capables de voler. Ok. Et puis, on a certaines espèces qui vont faire une migration inverse, c'est-à-dire qu'ils vont partir à l'automne, non pas vers le sud, mais vers le nord. Donc, faire 1000 km vers le nord pour muer. Et c'est la même raison, c'est pour échapper à la prédation. Incroyable. Mm. Ok. Donc ça, c'est un autre type de migration. C'est pas pour la nourriture forcément ou Non. quoi. C'est vraiment pour muer, pour échapper à la prédation. Ok. Ouais. Et parce que c'est quand même risqué, tu ne vas plus pouvoir voler pendant un mois et demi pour certaines espèces. Donc, c'est quand même, tu es très Bien sûr. vulnérable. Et donc, tu as intérêt d'être en groupe et tu as intérêt d'être proche de plans d'eau. Pourquoi les plans d'eau? Parce que les prédateurs, c'est plus difficile pour eux de t'atteindre. Ok, je comprends. On a parlé tantôt des oies des neiges, des oies blanches. Il y a certaines espèces d'oies, il me semble, je ne sais pas si c'est toutes les espèces d'oies ou si il y en a que certaines, je pense au bernache notamment, qui migrent en V. Pourquoi est-ce que les oiseaux migrent en V pour partir C'est comme les cyclistes du Tour de France. Qu'est-ce qu'ils font Pour la alors, même les cyclistes raison. du Tour de France? Ils font un peloton. Ils font un peloton, mais souvent, ça ressemble un peu à un V, là. Mhm. Ils vont quand même faire ça. Il y a quelques coureurs devant, puis après, on a le gros du peloton qui va être au milieu. Et ça, c'est pour sauver de l'énergie. Et D'accord. si les cyclistes utilisent cette stratégie-là, c'est pour bénéficier de l'aspiration. Donc, l'autre il va y avoir un flux d'air par celui qui est devant qui va aspirer les autres. Donc, il y a un phénomène d'aspiration comme ça. En fait, j'ai jamais fait ça d'être dans un peloton, mais j'ai rencontré des cyclistes qui m'ont dit, quand tu es au milieu du peloton, tu as très peu d'énergie à dépenser pour maintenir la vitesse. Et ils vont à des vitesses extrêmement élevées. Pour ça, parce qu'ils sont... si tu veux maintenir une vitesse à 50 km/h, toi tout seul, c'est presque impossible. Mais dans un peloton, ça devient possible et il y a assez peu d'énergie à donner. Moi, j'imagine que pour nous, ça serait très difficile de maintenir quand même ça, mais il n'empêche que tu économises beaucoup. Évidemment, celui qui est en tête va... Oui, c'est ça. Mais malgré ça, quand les oiseaux sont en V et migrent comme ça, celui qui est en tête, là, il va quand même payer un tout petit peu moins de coûts que s'il était tout seul. D'accord. Un tout petit peu moins. C'est presque équivalent à s'il était tout seul.
Et ensuite, il y a des relais qui se passent. Ouais. Mais c'est Ils ce Donc, que font j'allais une demander. rotation entre eux. il faut une rotation, mais même en étant en V, juste par le fait qu'il y a des battements d'ailes autour de lui, il va quand même avoir un léger bénéfice à être là parce qu'il va avoir un petit peu moins de frottement que s'il était tout seul. Juste parce que les autres vont récupérer un tout petit peu, transformer un tout petit peu les courants d'air autour de lui. Et évidemment, ceux qui vont être plus loin dans le V vont vraiment bénéficier De l'aspiration du début. et puis ils vont casser l'air. Donc tous les frottements liés à l'air vont être beaucoup moins importants pour ceux qui sont dans, pas à la pointe du V. Je sais pas comment dire. Ouais. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il y a une communication entre celui qui gère le peloton de migration qui est au tout début et ceux qui sont derrière pour se dire bon là les gars je suis fatigué, il est peut-être temps de me remplacer? Pas tant que ça. Il y a de la communication, donc ils sont tout le temps en contact auditif. Donc il y a de la communication pour dire moi je suis toujours là. Puis effectivement ils vont se relayer, mais le relais se fait l'individu qui est pas capable de suivre sera juste pas capable de suivre. Ok. Ça Ouais. arrive des fois Mais il y a que... des familles, par contre, quand ils descendent en migration, effectivement, là, s'il y a un jeune qui est plus capable de suivre et qui va décrocher, ben là, les parents vont le raccompagner, essayer de le ramener, et puis, ou au besoin, s'arrêter, puis reprendre des forces, puis Ok. recontinuer plus tard. Mais pour la migration printanière, non, si tu n'es pas capable de suivre, tant pis pour toi. Oui, c'est ça. Et donc ça arrive en fait que des fois des pelotons se désolidarisent et que finalement ils finissent la migration avec 3 petits groupes plutôt qu'un gros groupe en Oui, ça entier. peut arriver. Puis ça peut arriver aussi qu'ils essuient des tempêtes. Puis donc, on va Ouais, c'est avoir. ça. Mais souvent, plus ils vont être en grand nombre, plus ça va être bénéfique en termes d'énergie, là. Mais il y a des communications entre eux, effectivement, tout le temps. Ok, Mm. et c'est intéressant ça. Mm. Je pense qu'on a fini toutes les questions sur les migrations. Est-ce que peut-être que vous avez des petits exemples un peu fun sur les migrations Nous, avec les amis à la Maison Le Plancher, on parle souvent des caribous, là. Alors, ça, c'est une belle migration dans le nord du Québec. Ils vont se déplacer parfois sur 5000 kilomètres. Puis je pense que c'est Ouais. vraiment pour aller chercher la nourriture, là, d'un endroit à l'autre. Et pareil, pour se reproduire et Et pour éviter se la reproduire. prédation dans le nord un peu aussi. Oui, Mm. alors, ils ont besoin de faire une espèce de grand mouvement annuel, là. Mhm, mhm. Mm, c'est ça. Il y a... Puis toutes les espèces de caribous sont pas migratrices. Donc, on a les caribous forestiers. C'est ceux Ouais. qu'on parle beaucoup dans les médias qui sont Mm. en déclin, puis pour lesquels les populations sont... On parle beaucoup. Ces espèces-là vont être pas migratrices. Alors, si, peut-être un peu, parce qu'on a parlé que les tétras étaient peut-être migrateurs, mais globalement, pas beaucoup. Ils vont rester en milieu forestier. Puis, on a la population, effectivement, du nord du Québec qui, elle, va faire ces grandes migrations-là. Mais c'est des populations différentes, les caribous. Juste préciser ça, Oui, mais t'as bien raison. ils sont pas tous migrateurs. Donc au sein d'une même espèce, ça arrive que il y en a qui décident de migrer, puis il y en a qui décident de rester. Oui, tout à fait. On va Incroyable. pouvoir, c'est comme je disais pour la Absolument. fauvette à tête noire Ouais. ou la... Ouais. Ok. Concernant maintenant les écosystèmes, donc là c'est ça, on a parlé vraiment des migrations. La première question qui me vient là, c'est est-ce qu'il y a des animaux sans prédateurs? Est-ce qu'il y a des animaux sans prédateurs? Ouais, oui. Ben oui, il y a des animaux sans prédateurs. Ce qu'on appelle les top prédateurs ou les prédateurs apex. Ouais. Donc eux, ils sont tout en haut de notre... On a parlé de chaîne au début, notre chaîne Oui, c'est ça. Alors, si on prend juste la chaîne alimentaire, c'est eux qui vont être tout en haut. Mais si on prend notre réseau, c'est pareil, on va les retrouver tout en haut. C'est parce qu'eux n'ont pas vraiment de prédateurs associés. Donc, on peut penser, je sais pas, un lion, par exemple, dans une savane, va avoir pas de prédateur. On peut penser à l'orque qui va pas avoir de prédateur. On peut penser, je sais pas moi, pour nos oiseaux en Arctique, puisqu'on y était il y a pas longtemps, ça va être le harfang, par exemple, qui va D'accord. Ouais. va pas avoir beaucoup de prédateurs Ok. associés. Mais après, ça dépend des stades. Je veux dire, c'est ceux bébé- qui vont être vulnérables à certaines périodes. là. Bien C'est sûr. sûr que les jeunes vont être vulnérables et les jeunes vont avoir des prédateurs. Mais donc, c'est pas complètement sans prédateurs pour ça. Mais une fois qu'ils sont atteints la taille adulte, ils ont globalement ces prédateurs apex-là s'affranchissent de la prédation. après. C'est eux qui chassent, mais ils sont pas chassés. Exact. Est-ce qu'on peut parler de l'humain aussi? Peut-être c'est un apex prédateur finalement, l'humain? Et très bon. Donc, les grands singes, oui, plusieurs sont des prédateurs très efficaces. Et puis, bah oui, nous, on est pas mal très fort là-dedans. Puis, on a été peut-être poussé encore un peu plus loin. C'est ça, nous on est... enfin, en tout cas, les humains là, c'est un Bon, peu le top là. Il y a des super prédateurs, mais on exploite aussi beaucoup D'autres espèces avec d'autres espèces avec la domestication, avec la surexploitation des ressources. Puis, on va exploiter au-delà que juste des proies. On va exploiter aussi
plein d'autres types de ressources, puis modifier notre environnement pour nos besoins. Ouais. Les apex prédateurs, c'est des carnivores en général? En général, oui. Ouais. Ça va être Pas mal ça, tout le temps. pas mal ça. Mm. Ouais, Ouais. Parce qu'on a des jolis crânes sur le côté pour ceux qui nous écoutent, et donc je voyais il y le a coyote, il y a au tout moins 2 ça. prédateurs là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est quand même des assez gros prédateurs. Mais ton Euh, coyote va être entre deux. Donc, il va y Ouais. avoir des interactions, mais lui, il peut avoir des prédateurs. Ok. On a donc aussi, enfin, si on reste dans le cadre de l'humain, est-ce que les humains font aussi des interactions avec d'autres animaux, pardon? Bon, on vient d'en parler, oui. Ouais. Il n'arrête pas, en fait. Il ne fait que La ça. prédation, la compétition, Ouais, tout ouais. ça. Oui, il Mm. est sans arrêt en interaction avec son environnement. Et puis, ça peut être direct à part l'exploitation. La pêche, la chasse, la domestication, l'agriculture. Puis ça peut être indirect juste par une modification de l'habitat. Donc, ça va impacter d'autres espèces qui vont pas trouver, ou au contraire, qui vont trouver des bénéfices à être dans cet habitat-là. Donc, il y a des espèces qui vont être surabondantes, utiliser largement l'humain, les ressources associées, puis on va avoir des espèces qui vont exploser parce que l'humain est là, et au contraire, des espèces qui vont diminuer beaucoup, puis être en déclin, voire éteintes, à cause de la surchasse. On peut l'exemple, encore chez les oiseaux, mais l'exemple de la tourte migratrice, c'est une espèce qui était extrêmement abondante. On en voyait, ça faisait des nuages migratrices parce qu'elle migrait. Et donc, c'était un pigeon migrateur. Et cette espèce-là a été décimée juste par la chasse, D'accord, ouais. par le tir. Donc, on tirait des pigeons, on tirait des tourtes quand les colons en Amérique sont venus. C'était un gibier relativement facile à récupérer. Puis, il y avait des concours de chasse. Et à force de chasser cette espèce-là, ça a été jusqu'à l'extinction. Donc ça, c'est un exemple classique. Le mammouth aussi, il y a beaucoup d'évidence que l'extinction du mammouth correspond aux premiers artefacts de flèches trouvés dans les mêmes régions. Donc c'est la surchasse qui a amené l'extinction. Donc oui, on a des très bons exemples où l'homme interagit directement avec des espèces, puis la surexploitation amène des diminutions. On peut penser à la morue, qui était extrêmement abondante dans les années 60, puis pour lesquelles les populations ont du mal à repartir. Mais on peut aussi s'arrêter avant, puis on a plein de contre-exemples où on a été capable de s'arrêter à temps, de mettre en place des régulations, d'empêcher de la surchasse, de la surpêche, puis d'avoir un rétablissement des populations. Donc, on est tout à fait capable et on a les outils réglementaires pour le faire. Donc, il y a plein de bons exemples où on a, par exemple, le condor de Californie, on a été capable de prendre les derniers individus avant qu'ils soient éteints, de faire un programme de reproduction en captivité, de remettre les individus et d'avoir la population qui repart. On a aussi des fois compris que c'était, je sais pas moi, un problème de contamination. On a arrêté au niveau mondial de produire ce pesticide, par exemple, le DDT, pour celui-là. Et ça a amené le retour des populations de rapaces. Je parlais du pigargue à la maison Léo Provencher. Si on n'avait pas, dans les années 60-70, mis une interdiction sur le DDT, il n'y en aurait pas des pigargues encore. En Amérique du Nord, les populations seraient éteintes, je pense, parce que ça a fragilisé les œufs, la reproduction ne se faisait plus. Donc, on a juste on est des perturbateurs, mais on est aussi quand même doué de solutions. Donc, on a cette dualité, nous les humains. On est capable de faire le pire comme le meilleur. Je trouve que c'est bien qu'on en parle de ça parce qu'il y a plein de programmes de réhabilitation d'espèces. Je pense à l'ours noir aussi dans les Pyrénées, en France. L'ours brun. Donc, il y a plein de programmes comme ça qui existent. Justement, des fois, on peut voir des panneaux si on s'y attarde un petit peu sur des sentiers de randonnée, de balade, tout ça. On peut y faire attention. Et on voit que, oui, il y a des chercheurs, il y a des gens qui travaillent dessus justement pour réhabiliter les espèces. Donc, c'est bien. Finalement, il n'y a pas que du mauvais dans l'humain. Ce qu'on fait dans nos recherches, souvent, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui amènent au déclin. Si on ne comprend pas les mécanismes, c'est très difficile d'aller aider. Parce que si tu dis c'est une perte d'habitat dans un cas ou c'est un problème hormonal dans l'autre, je veux dire, c'est pas les mêmes leviers pour agir. Donc, il faut quand même comprendre où est-ce qu'est le problème pour pouvoir ensuite mettre en place des programmes de réhabilitation. En effet. Il y a aussi des plus légers, là, disons, mais il y a des jolis exemples aussi où des fois les espèces un peu s'entraident. Là. Je sais qu'il y a des
de l'autre côté de la planète, il y a des populations de dauphins qui vont aider les pêcheurs à pêcher. Puis c'est une information qui se transmet entre les dauphins de génération en génération, si on veut, pour que le village de pêcheurs s'entraide. Alors tout le monde tire profit de ça parce que les poissons sont comme piégés par dauphins et humains. Puis tout le monde peut les manger. Puis il y en a... Tu avais un exemple d'oiseau aussi. Oui, je l'ai retrouvé parce qu'on en parlait tantôt et c'est un oiseau qui s'appelle un grand indicateur et en fait il est capable de dénicher des ruches dans des arbres et en fait il y a une tribu particulière qui collabore avec ces oiseaux-là. Donc en échange des ruches, les oiseaux sont certains d'avoir un peu de miel, tout ça pour pouvoir se réconforter, des abeilles, tout ça. Et à l'inverse, les humains, eux, récupèrent le miel. Et donc voilà, c'est un exemple on pourrait dire de mutualisme entre les deux. Ouais, Une coopération. Coopération, c'est ça. ouais. Puis il y a aussi du Mais parasitisme. parce qu'elle est pas... tu sais, c'est un peu... ils peuvent aussi y arriver sans. Donc, Oui. c'est ça. L'un comme C'est l'autre ça. s'en sortirait quand même. Voilà. Les dauphins, il y aurait du poisson. Les Exactement, humains mais aussi. il y a une coopération qui se met en place. Bien sûr. J'ai un autre exemple de la gigis blanche dans le Pacifique. C'est un petit oiseau blanc et les pêcheurs de thon vont repérer cet oiseau-là. Et l'oiseau, lui, il se positionne là parce qu'il sait qu'il y a un banc en dessous, puis il attend le pêcheur. Et Incroyable. lui, il mange pas du tout de thon, ce petit oiseau blanc là, mais il va manger les sardines qui sont à côté. Puis les Ok. poissons, Il en profite. les thons sont en train de chasser La de grandes sardine. sardines. Lui, il repère ça, puis il attend juste que le bateau arrive, puis après, il prend quelques sardines au C'est passage. ça. Il a tout compris Il finalement. a compris. Mais le pêcheur aussi, lui, tu pars à la pêche avec ce pêcheur-là, il cherche juste un point blanc dans le Ouais. ciel. Il cherche l'oiseau. Ouais. Comme les goélands aussi, qui attendent patiemment le retour des pêcheurs pour avoir un Exact. petit peu de poisson. Donc c'est ça, il y a aussi le parasitisme chez les humains en tant qu'interaction. On parlait des poux tantôt, il y a le C'est ver ça. solitaire, il y a la tique, voilà. Ouais, les oxyures. Et il y a les moustiques. Et là, pendant notre camp à la maison Léon Provencher, il y a une petite qui était particulièrement agacée par les moustiques. Puis là, elle arrêtait pas de se taper partout parce qu'il y avait plein de moustiques. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Clémentine, pourquoi les moustiques existent ?» Ouais, on va répondre aujourd'hui, on va clarifier ça. Ah, la pauvre. Quelle aventure. Ben oui, pourquoi les moustiques existent, je Ou peux les mouches comprendre. noires. Moi, non, Ouais. ça devrait pas exister. Non. Je crois qu'on peut encore aider ça. Mais si ça n'existait pas, si tous les insectes disparaissaient, on perdrait beaucoup quand même. Ouais. On en perdrait tellement d'autres C'est vrai. espèces qui dépendent de tout ça. Alors pourquoi ils existent? Ils ont juste trouvé une super bonne stratégie, ces moustiques-là. Et nous, on a perdu aussi nos défenses. Donc avant, on était très velus, C'est vrai, c'est vrai. quand même. Ouais. Donc on avait des capacités de protections. résister à ça. Et puis petit à petit, on a quand même évolué dans des environnements différents pour lesquels on n'a plus besoin de se protéger pour ça. Alors on n'a plus cette capacité de protection. Là, on est très vulnérable par rapport aux insectes piqueurs, beaucoup plus que n'importe d'autres quel- espèces c'est ça. qui... Ouais, mais le moustique, s'il devait... il va être très, très intéressé par l'humain. La peau qu'on a est quand même très facile à prélever. Il n'y a par aucune rapport- défense, hein, Pas c'est ça. beaucoup, non. Ouais. Donc on a quand même perdu là-dessus. On a des habits qu'on a réussi à se garder, mais on est assez vulnérable par rapport à ça, donc je comprends. Mais si on n'avait plus du tout d'insectes, on aurait un paysage relativement assez triste, en fait. On n'aurait plus de champs de grenouilles, on n'aurait plus de champs d'oiseaux, on aurait un environnement assez... Insipide finalement. finalement ouais, c'est ça. assez décevant. Donc les moustiques existent, mais c'est pas que les moustiques, c'est un peu c'est Tout le cycle, la chaîne. tout le cycle, toute la vie, puis la beauté en arrière. Alors oui, c'est désagréable pour nous, mais on peut très bien se protéger quand même sans avoir recours à des insecticides, mais juste en mettant des vêtements ou en se mettant des implants capillaires ou se mettre des poils partout. Je veux dire, on est peut-être capable d'y arriver. Peut-être que si on avait plus de poils, en tout cas, c'est peut-être une méthode plus naturelle pour se protéger des Qu'on moustiques. arrête de se raser, puis tout va bien aller. Non, mais je plaisante, mais n'empêche qu'on est capable de... Ouais, d'empêcher la menace. Quand même, quand même. Mais en tout cas, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est super important. Puis je pense qu'on va conclure sur cette phrase-là. C'est que tous les animaux sont importants, tous les végétaux sont importants. Puis c'est ça qui fait la beauté des écosystèmes. Et s'il en manquait un, malheureusement, ça causerait peut-être de grands dégâts sur l'ensemble des autres espèces. Mais pas toujours. C'est Ouais. pas s'il en manque un. C'est vrai, mais c'est un raisonnement qu'on a eu longtemps.
scientifiques en disant, si on enlève un maillon de... C'est pas Mmh. une chaîne, mais un maillon de notre réseau, tout va s'écrouler. Mmh. La réponse est parfois, Mmh. mais pas toujours. C'est-à-dire que penser que une espèce peut être remplacée par une autre assez facilement. Il y a de la redondance aussi Oui. là-dedans. Donc dire que si on enlève une espèce, tout s'écroule, ça peut arriver Mmh. et c'est terrible quand Mmh. ça arrive. Et on parle dans ce cas-là d'une espèce clé de voûte. Donc c'est l'espèce qui est au-dessus, qui Mmh. tient tout l'édifice. Puis quand Le tu mur l'enlèves, porteur un petit peu. ouais, le mur porteur, tout va s'écrouler. Ça arrive, mais c'est pas toutes les espèces qui ont ce rôle-là. Donc il y a certaines espèces qui peuvent se retirer d'un réseau, puis le réseau continue de fonctionner. Puis il y a d'autres espèces pour lesquelles ça peut être très critique. Mmh. Mais oui, la beauté d'un écosystème, c'est effectivement toutes ces interrelations. Et puis quelque chose qu'on oublie aussi souvent, puis j'essaye de travailler là-dessus de plus en plus, mais c'est sur le temps. Ces relations entre espèces, elles bougent dans le temps. Tu sais, la migration, ça fait que des espèces se rencontrent à une période, pas à d'autres, mais elles vont se chevaucher. Et puis, en fonction de nos changements climatiques, vont changer cette temporalité dans les réseaux. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau, puis qu'on ignore un peu. On ne regarde pas comment le temps va Bien sûr. changer. La photopériode sera toujours la même, mais les espèces vont devoir s'adapter à des environnements qui vont changer dans la temporalité. Et on ne le regarde pas beaucoup. La recherche, elle change un peu, là, elle s'oriente vers ça tout doucement, mais il y a pas encore tant de recherches là-dessus qui prennent en compte ça. Puis il va falloir qu'on adapte nos gestions, nos modes de protection de certaines espèces d'écosystèmes à ce changement de temporalité. C'est une belle conclusion pour cet épisode. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci aussi à toi, Anne-Marie. Merci à Clémentine pour cette belle animation. Avec plaisir. Ouais, J'en merci profite de l'invitation. donc, pour remercier nos partenaires. Donc, je voudrais remercier le Studio Coupé pour nous permettre de tourner ces épisodes. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de la Ville de Québec. Alors, on les remercie fortement. Merci aussi à l'Université Laval, puis aussi à la Maison Léon Provencher pour nous permettre de tourner ces jolis épisodes. Ça tombe bien parce que dans cet épisode-là, on a parlé de plein de concepts qu'on aborde dans d'autres balados, notamment l'évolution. C'est un prochain sujet qu'on va aborder. Alors, c'est bien. Tout est lié finalement. Alors, c'est vraiment chouette. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.